Comment est-ce que certains produits deviennent de véritables objets de culte? Eh bien, pour le comprendre, il faut commencer non pas par la technologie, mais par une histoire assez incroyable qui s'est passée dans le métro de Washington. Imaginez la scène. On est en pleine heure de pointe, un matin. Un homme, avec un étui à violon, se pose contre un mur et se met à jouer. Et attention, ce n'est pas n'importe quel musicien. Il s'agit de Joshua Bell, l'un des plus grands violonistes au monde. Et son instrument? Un Stradivarius, une pièce rare estimée à 3,5 millions de dollars. Il va jouer comme ça pendant 45 minutes. Et le résultat est sidérant. Sur plus d'1 millier de personnes qui sont passées devant lui, seuls 7 se sont arrêtés pour l'écouter. 7. Au total, il a récolté à peine 32 dollars. Mais c'est là que ça devient fascinant. 2 jours plus tôt, des gens avaient payé plus de 100 dollars leur place pour entendre ce même musicien jouer exactement la même musique, mais dans une grande salle de concert. La conclusion de cette expérience est simple. Ce qu'on évalue, ce n'est pas tant la qualité de l'œuvre, c'est le cadre qui l'entoure. Du coup, ça nous amène à une question fondamentale. Comment est-ce qu'on construit ce fameux cadre? Surtout dans le monde de la tech, où des produits, au fond assez ordinaires, se transforment en objets presque sacrés. En fait, tout part d'une petite bizarrerie de notre cerveau. Un biais cognitif qui a été identifié pour la toute première fois il y a plus d'un siècle. Ce biais, on l'appelle l'effet de halo. Le terme a été inventé suite à une étude menée en 1920 par le psychologue Edward Thorndike. Et ce qu'il a découvert est assez révélateur sur notre façon de juger les choses et les gens. Thorndike a remarqué, par exemple, que des officiers de l'armée avaient tendance à penser que les soldats en très bonne condition physique étaient aussi de meilleurs leaders et plus intelligents. Pourtant, il n'y a pas forcément de rapport. Mais notre cerveau, lui, prend ce raccourci. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec un produit au design très soigné. On suppose, presque instinctivement, qu'il est aussi plus performant, plus sûr et plus simple à utiliser, même sans aucune preuve. Alors comment on applique ça concrètement? Il y a une entreprise en particulier qui est passée maître dans l'art de projeter cet effet de halo, pas seulement sur un produit, mais sur toute son identité. Et tout a commencé avec un coup de génie marketing. On est en 1984, pendant le Super Bowl. 96 millions de personnes sont devant leur téléviseur et découvrent une publicité qui ne montre même pas le produit qu'elle est censée vendre. Le plus fou, c'est que même en interne, le conseil d'administration de l'entreprise a détesté cette pub. Ils l'ont trouvée honteuse au point même de vouloir annuler sa diffusion. Mais la publicité a été diffusée quand même. Et le message était clair. On ne vendait pas un ordinateur, on vendait une histoire. Une forme de rébellion contre le Big Brother de l'époque. Résultat, les ventes ont littéralement explosé, dépassant les prévisions de plus de 50%. Et cette idée de vendre un symbole plutôt qu'un objet, elle a évolué. Prenons l'iPod. L'appareil lui-même était caché dans la poche, invisible. Alors qu'est-ce que l'entreprise a fait? Elle a rendu les écouteurs d'un blanc éclatant, impossible à manquer. Un simple accessoire est alors devenu un puissant signal social, une façon de montrer son appartenance à une culture. Mais bon, raconter une belle histoire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il fallait que ce halo psychologique devienne une expérience concrète, physique, presque religieuse. Et pour ça, la stratégie a été de créer des magasins qui ressemblent à de véritables cathédrales modernes. Pensez-y, des espaces minimalistes, les produits exposés comme des reliques sur des autels, des matériaux nobles comme la pierre, de hauts plafonds. Tout est fait pour inspirer un sentiment de respect. On ne vient pas juste acheter, on vient vivre une expérience. Et cette mise en scène, elle ne s'arrête pas à la porte du magasin. Elle continue jusqu'à la maison, parce que l'emballage lui-même est considéré comme une pièce maîtresse de l'expérience. On ne parle pas d'un simple carton. Le déballage est une cérémonie, pensée dans les moindres détails. Le couvercle, qui met entre 5 et 7 secondes à s'ouvrir à cause d'une friction très calculée, ce n'est pas un hasard. Ce petit délai, cette attente, est conçu pour déclencher une libération de dopamine dans le cerveau. En gros, on commence à aimer le produit avant même de l'avoir touché. Le son, l'odeur, la texture, tout est fait pour créer un lien quasi affectif. Une fois que ce lien est créé, la stratégie change. On passe de la séduction à la rétention. L'objectif, c'est de construire une sorte de jardin clos, une cage dorée, dont il est psychologiquement difficile de sortir. Et pour ça, 3 mécanismes psychologiques très puissants sont à l'œuvre. D'abord, le biais des coûts irrécupérables. La peur de perdre tout ce qu'on a déjà investi en applications et accessoires est beaucoup plus forte que l'envie d'essayer autre chose. Ensuite, il y a le pouvoir des réglages par défaut. Tout est déjà configuré, ce qui crée des habitudes très difficiles à changer. Et enfin, une forme d'ingénierie sociale qui sépare visuellement ceux qui sont dedans de ceux qui sont dehors. L'exemple parfait de ça, c'est le fameux phénomène de la bulle verte. Une simple différence de couleur dans une application de messagerie suffit à créer une véritable pression sociale pour se conformer, surtout chez les plus jeunes.
La bulle bleue, c'est le signe qu'on fait partie du groupe. La verte, c'est qu'on est à l'extérieur. Alors, quand on met tout ça ensemble, l'effet de halo, le mythe de la rébellion et cet écosystème fermé, on obtient un phénomène économique assez rare. Et ça nous ramène directement à notre point de départ, l'idée du cadre. Ces produits deviennent ce que les économistes appellent des biens de Veblen, c'est-à-dire que contre toute logique, plus ils sont chers, plus ils sont désirables. Pourquoi ? Parce que le prix élevé devient lui-même en marqueur de statut. C'est ce qui permet par exemple de vendre un simple jeu de roulette pour ordinateur à 700 $. Et le résultat final de toute cette construction est absolument stupéfiant. Avec seulement 20% des ventes de smartphones dans le monde, l'entreprise arrive à capter 80%. 80% de la totalité des bénéfices du secteur. C'est juste colossal. La conclusion, c'est que, tout comme pour le violoniste dans le métro, la marque a parfaitement compris qu'elle ne vendait pas juste un produit, l'œuvre d'art en soi. Elle vendait surtout le cadre, ce cadre prestigieux et coûteux qui l'entoure. Et ça nous laisse avec une dernière question. Maintenant qu'on a vu ce cadre, quels sont tous les autres halos invisibles qui influencent nos choix au quotidien ?